le constate pour l'instant, c'est que les BRICS sont incapables de négocier, je veux dire, un cadre précis. En bloc. Mais en bilatéral, ça va se faire. Mais ça se négocie en bilatéral. Et ça, c'est peut-être une faille pour les BRICS. Là encore, non, mais je pense que ça, ce sont des catégories qui sont quand même très largement centrées sur l'Europe et les États-Unis, et avec notre expérience des organisations régionales comme l'Union européenne, qui forment effectivement un bloc. Les BRICS, vous imaginez bien que l'Inde, la Chine, le Brésil, etc., sont des grandes, et la Russie, sont des grandes puissances qui ne peuvent pas former un bloc. C'est pas possible, tout simplement, dans la nature de ces pays. C'est tout entre la Chine et l'Inde. Vous ne pouvez pas mettre... voilà. Donc, même sans parler des relations complexes qu'il peut y avoir entre eux, c'est simplement des poids lourds tellement importants qui ne peuvent pas avoir la même politique. Et l'objet du forum des BRICS, qui est vraiment un forum, n'est pas celui-ci. Et à bien des égards, ce n'est pas bien compris en Occident, notamment. Or, le succès des BRICS, parce qu'ils s'élargissent, ils sont de plus en plus nombreux, les chefs d'État se déplacent, parce que là encore, je ne veux pas répéter, mais Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé plus là qu'il y a 2 ans. Donc il n'y a pas... voilà, et depuis 2 ans, ça s'est élargi. Donc la dynamique, elle est là. Bienvenue dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Ravi une nouvelle fois de vous retrouver. Le dernier sommet des BRICS s'est déroulé les 6 et 7 juillet à Rio, au Brésil, dans une atmosphère plutôt tendue. Les BRICS représentent, avec leurs États partenaires, 51% de la population mondiale, 40% du PIB mondial. 4 puis 5 au départ, avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Le bloc des émergents compte aujourd'hui 10 membres. De belles perspectives, sauf que Donald Trump joue les troubles faits. C'est la bête noire des BRICS. Il faut dire qu'il est plutôt allergique au multilatéralisme. Alors Donald Trump veut-il détruire les BRICS et surtout l'axe Russie-Chine? On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour à vous, David Tertry. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire français des BRICS, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour à vous, Régis Soungpé, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur exécutif d'Interglobe Conseil, expert en géopolitique. Merci d'être avec nous. Merci, Samantha. Et puis on retrouve également le docteur Yves Ekwe Ameizo, économiste, président du think tank afrocentricity.info. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Alors on va commencer évidemment avec les conséquences de la guerre entre Israël et l'Iran sur les BRICS. David Tertry, l'Iran est membre des BRICS. Dans quelle mesure son affaiblissement a un impact sur les BRICS ? Alors, effectivement, ce conflit a été très, très surveillé dans l'optique du soutien ou pas des partenaires de l'Iran dans la région et au-delà, et notamment de l'attitude de la Russie et de la Chine. La majorité des commentaires, on va dire, ont été dans l'idée que finalement le soutien était quand même assez faible, avant tout diplomatique. Mais je pense que là, il y a un petit peu un contresens parce que finalement, les BRICS ne sont pas un bloc militaire, absolument pas. C'est un forum, c'est même pas une organisation internationale au sens strict du terme. Et l'Iran et la Russie ne font absolument pas partie d'aucune organisation de défense commune. Ils ont signé un partenariat stratégique récemment, qui est entré en vigueur quasiment au moment du conflit, mais le partenariat stratégique n'envisage absolument pas une aide militaire et il évoque seulement que la Russie ne va pas aider un État hostile à l'Iran et vice-versa dans un conflit. Par contre, on sait que l'Iran a fourni des armes à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine, mais rien ne nous dit que la Russie n'a pas ou ne va pas fournir des armes à l'Iran, sachant qu'elle ne va pas l'afficher. Alors la fourniture d'armes justement de l'Iran à la Russie entre dans quel cadre ?
précis? Alors, il n'y a pas de cadre. Pas d'accord militaire. C'est la fourniture d'armement. Évidemment, ça a aidé la Russie, surtout dans un premier temps, parce qu'elle manquait de drones. Et en l'occurrence, ce sont des drones qui ont été utilisés. Maintenant, ils sont, d'après les informations dont on dispose, massivement produits en Russie par la Russie. Donc, de ce côté-là, la Russie s'est un petit peu dégagée d'une forme de dépendance à l'Iran. Mais si on regarde sur l'histoire un peu plus longue, les relations entre la Russie et l'Iran sont relativement complexes, ils se sont rapprochés progressivement, mais la Russie a toujours été extrêmement prudente, bien avant ce conflit, dans la fourniture d'armes à l'Iran. En général, ça mettait des années pour avoir des accords de fourniture. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a les relations entre la Russie et Israël, qui sont elles-mêmes complexes, mais la Russie ne souhaite pas de rupture avec Israël. Et puis, il y a le renforcement très important des relations entre la Russie et les États du Golfe Persique, ces monarchies dont on sait qu'elles ont des relations complexes, pour le moins, avec l'Iran. Donc, je pense qu'il faut faire attention à cet aspect-là. Moi, je ne vois pas d'affaiblissement des BRICS parce que la Chine et la Russie sont restées relativement en retrait du conflit. Et je ne pense pas que l'Iran attendait d'elle une entrée en guerre à ses côtés, bien entendu. Tout comme l'Iran n'est pas rentré en guerre aux côtés de la Russie. Ce n'est pas un bloc militaire, mais oui. On parle des BRICS aussi comme une entité, enfin un ensemble de puissances économiques émergentes, mais aussi un bloc géopolitique. Dans cette optique, justement, est-ce qu'on n'attendait pas un soutien, ne serait-ce diplomatique, plus important de la part de la Russie et même de la Chine? Je pense que dans les faits, effectivement, c'est à quoi on pourrait s'attendre dans le conflit qui a duré 12 jours, où l'Iran, effectivement, a subi, je dirais, les foudres d'Israël. Et je pense aussi, peut-être qu'avec le recul, on verra qu'inversement aussi, Israël aussi a subi les foudres de l'Iran. Mais pour revenir, pour recentrer notre sujet, ce qui est vrai, ce qui est certain, on aurait pu croire, effectivement, que la Chine, la Russie, peut-être même l'Inde, aurait pu apporter une forme d'aide militaire, stratégique et logistique à l'Iran, ce qui n'a pas été le cas. Je reprends le propos, effectivement, les BRICS, effectivement, s'offrent comme une alternative économique, géoéconomique, à travers le monde, et qui permet, si vous voulez, donc de redéfinir le logiciel économique multilatéral. Et dans l'idée même que la Chine, ou même la Russie, surtout la Russie par rapport à l'Iran, n'ait aucune action, aucune initiative, moi je la trouve plutôt sensée, parce que, il faut le dire, l'Iran, entre guillemets, dans ce conflit, s'est retrouvé dans une forme de solitude, parce que la Russie elle-même a ses propres, je dirais, a ses propres démons. Elle a l'Ukraine, on aurait même pu penser que peut-être que les mercenaires d'Africa Corps auraient pu donner un coup de main, seraient venus en intervention, ce qui n'a pas été le cas. Donc évidemment, on a eu l'occasion de voir la solitude totalement stratégique donc, de l'Iran. Et ça démontre une fois encore que les BRICS, évidemment, alternative économique, alternative géoéconomique, mais loin d'être une alliance militaire, parce que, et d'ailleurs, ça serait très compliqué que ça soit une alliance militaire, parce que qui accepterait, est-ce que la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud accepterait effectivement qu'il y ait, je dirais donc de la part de la Russie, une aide pour l'Iran, ça va être très compliqué. Et puis le monde est déjà assez déstructuré pour qu'on se retrouve, si vous voulez, à des fractions dans le monde, des fractions politiques, des fractions militaires. Donc je crois que oui, l'Iran s'est senti seul, mais pas pour autant les BRICS, pour moi, n'ont été également aussi affaiblis. Je crois que les BRICS ont soutenu un rôle qui était à la fois de neutralité, parfois même de passivité, mais pas plus que ça n'affaiblit les BRICS. On va venir, Dr Yves Kwame-Mezo, au dernier sommet des BRICS, justement, pour approfondir cette question. Mais c'est vrai que là encore, les déclarations de Donald Trump à l'encontre du Brésil, par exemple, c'est un autre exemple, hein, puisque Donald Trump a menacé de frapper le Brésil 50% de droits de douane, sous prétexte que l'ex-chef de l'État brésilien, Jair Bolsonaro, serait victime, selon lui, d'une chasse aux sorcières. Ça rappelle un peu, c'est vrai, la situation aussi avec l'Afrique du Sud et les Afrikaners. Mais là encore, sur la question globale des droits de douane, des partenariats économiques entre les États-Unis et les différents partenaires du Sud global, silence radio quand même de la part de la Chine qui est concernée et de la Russie. Votre avis? Écoutez, moi je vais voir ça dans une autre perspective. On est dans une situation globale de risque contre l'OTAN, dans lequel il y a un problème d'influence et de puissance. Et les deux enjeux
sur des bases souvent douteuses, les droits de préemption, les allégations, présomptions où on peut attaquer, et une autre, BRICS, qui est plutôt un forum, je partage ce qui a été dit, dans lequel on essaie plutôt à moyen long terme de s'organiser sur le plan économique pour être mutuellement bénéfiques. C'est pour ça qu'ils essayent, tentent d'accepter ce droit international ou multilatéral. Dans ce cadre global, excusez-moi le terme, mais il y a eu une réaffirmation des BRICS de soutenir l'Iran au plan diplomatique. Mais il n'y a pas eu d'engagement militaire. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Ils ont condamné, les BRICS ont condamné unanimement les frappes israéliennes sans les nommer. Bien sûr qu'il y a eu affaiblissement là-bas, mais attention, ces accords militaires qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sont souvent en bilatéral et non pas au sein des BRICS, ont permis quand même d'avoir des problèmes assez sérieux au niveau d'Israël, ce qui a obligé Donald Trump immédiatement à parler de paix. Donc c'est bien la capacité d'influence, ou plutôt de nuisance, qui a été déployée. On ne saura jamais si c'est l'Iran, la Russie, la Chine, parce qu'il y a eu des armes qui ont circulé. En tout cas, ça a permis de stopper l'histoire et de négocier. Et donc, Donald Trump peut faire beaucoup d'annonces, comme vous venez de le dire pour le Brésil, mais en réalité, à côté de ces grandes annonces, la réalité vient de la rapport de force. Si en face, le rapport de force est extrêmement faible, écoutez, il fait ce qu'il veut. Et on va le voir dans le Congo ou dans d'autres actions. Mais quand ça devient même dangereux, d'abord pour son partenaire Israël et pour lui-même à terme, il change carrément de camp. D'où sa relation d'ailleurs avec la Russie. Et on peut aller très loin. Est-ce que ce n'est même pas pour essayer de diviser Russie-Chine? C'est qu'il n'arrive pas, puisqu'il y a eu quand même des positions. Je vous rappelle que l'Indonésie est rentrée au niveau des BRICS. Donc les BRICS avancent à l'allure des BRICS, c'est-à-dire très doucement. C'est très important. C'est deux logiques différentes. Une logique de conquête, souvent de destruction massive d'ailleurs, et une logique plutôt de construction, mais à pas extrêmement lente, avec des différents niveaux. Vous avez les membres des BRICS plus élargis, vous avez des partenaires, vous avez l'alliance des BRICS. Il y a plusieurs niveaux. Et chacun, à l'intérieur, peut avoir des arrangements au niveau bilatéral. Donc la condamnation vaut pour exprimer solidarité, je veux dire, solide. En tout cas, il y a eu une condamnation à la fois au niveau des États, la Russie, la Chine et les autres, de l'attaque israélienne. Et il y a une condamnation collective au niveau du Forum des BRICS. Dans la déclaration commune, ça a été réitéré par tous les BRICS, y compris d'ailleurs, par exemple, les Émirats arabes unis, dont on connaît les relations un peu complexes dans la région. Donc il y a un rôle, je suis tout à fait d'accord. D'abord, effectivement, on n'est pas sur la même temporalité. Les BRICS, ils construisent lentement une alternative au système international qui a été mis en place dans l'après-guerre en 1945. Vous voyez qu'il se place sur vraiment le temps long. Donald Trump, lui, il est dans le temps quasiment du tweet. Alors, et malheureusement pour lui, ça marche rarement. Et en réalité, ces attaques tous azimuts en termes de droits de douane, par exemple, évidemment, il y a le diviser pour régner. Donc, on peut imaginer que certains membres des BRICS se disent, bon, on va négocier en bilatéral avec Trump pour pas trop le fâcher et obtenir quelques avantages. Mais dans l'ensemble, sa politique erratique, agressive, qu'est-ce qu'elle fait? Renforce plutôt les BRICS à moyen terme, parce que on ne peut pas envisager une politique correcte avec un État qui se comporte de la manière dont se comportent les États-Unis, qui est extrêmement violente. On l'a encore vu avec les chefs d'État africains qu'il a humiliés dans le bureau ovale. Donc, de mon point de vue, sur le court terme, il peut avoir peut-être quelques avantages tactiques ici ou là, mais sur le moyen terme, sa politique est absolument désastreuse. Et l'absence alors de Vladimir Poutine, de Xi Jinping au dernier sommet de Rio, est-ce qu'on peut considérer que c'est un signal négatif pour les BRICS? Et est-ce que quelque part aussi ça sert la politique de Donald Trump? C'est une victoire pour Donald Trump? Non, pas plus que ça. Je pense qu'en fait, et pour rappeler le cas de la Russie, depuis le 24 février 2022, Poutine se déplace très très peu. Et quand il le fait, je pense qu'il le fait peut-être... Mais sous un mandat d'arrêt international. On imagine que son déplacement ne l'aurait pas vraiment mis en danger au Brésil. Au Brésil, mais je crois que ça soit pour la Chine et pour la Russie, il y a d'abord peut-être des logiques internes, il y a une dimension interne qui fait qu'en réalité, ces deux dirigeants n'ont pas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont négligé les BRICS, mais ils ont plutôt donné de la priorité, je dirais, à des réalités internes dans leur propre pays.
Est-ce que c'est pas je voudrais revenir là-dessus parce que Vladimir Poutine n'a pas assisté non plus physiquement au sommet de Johannesburg. Oui. C'est exactement la même situation et c'est exactement pour les mêmes causes parce qu'il est sous mandat d'arrêt international, que les deux pays en question sont signataires et qu'en l'occurrence les deux pays en question sont très en avance sur la condamnation des crimes qui sont réalisés et notamment l'Afrique du Sud et le Brésil et aussi le Brésil très très fortement dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et donc il était très difficile pour le Brésil de dire là, on ne respecte pas la CPI sur la Russie, mais par contre, on est très, très en avance sur la question de la situation en Israël et en Palestine. Et donc, il n'y a absolument pas aucun message du côté russe, ça c'est bien certain. D'ailleurs, Vladimir Poutine a tenu à participer en distanciel. Pour le côté chinois, c'est vrai que c'est la première fois que Xi Jinping n'assiste pas personnellement à un sommet des BRICS, mais de ce qu'on en sait, c'est absolument pas une démarche à l'encontre ni du Brésil ni des BRICS. A priori, ce sont des problématiques intérieures qui sont liées peut-être, certains parlent de la... Est-ce que c'est pas lié au rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine parce que c'est vrai qu'on se dit que la Russie pourrait chercher aussi à privilégier ses propres intérêts, éviter les sujets fâcheux avec l'allié américain, enfin pas l'allié américain, mais en tout cas Donald Trump. Idem pour la Chine d'ailleurs, qui a négocié un accord avec les États-Unis sur les différents commerciaux, non ? On parle beaucoup du rapprochement de Trump, Vladimir Poutine quasiment tous les jours. Aujourd'hui, ils sont très copains. Le lendemain, ils sont encore très, très ennemis. Non. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Je crois que la réalité, chaque pays, chaque puissance, effectivement, en fonction de ses intérêts, de son agenda et aussi de la temporalité, assiste ou pas à ces forums. Mais ils seront fortement représentés. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas Vladimir Poutine ou il n'y aura pas Xi Jinping qu'ils ne seront pas représentés. Mais au-delà de ça, je crois qu'en réalité, les BRICS, le véritable intérêt pour les BRICS d'exister, c'est effectivement d'offrir, je dirais, une autre palette d'informations, un autre monde, de projeter un autre monde qui soit économique et peut-être bientôt politique et diplomatique. Et en réalité, est-ce qu'ils s'opposent à l'Occident? Est-ce qu'ils s'opposent à Donald Trump? Moi, je pense que les BRICS mènent leur barque, en fait. Ils mènent leur barque après. Qu'il y ait des formes d'opposition, qu'elles soient subjectives ou objectives, on le verra. Mais ce qui est vrai, ce qui est certain, et moi je le remarque depuis quelque temps, la façon dont... Quand vous dites que les BRICS mènent leur barque, si on prend un exemple précis, à savoir la politique des droits de douane américaine, ce qu'on le constate pour l'instant, c'est que les BRICS sont incapables de négocier, je veux dire, un cadre précis. En bloc. Mais en bilatéral, ça va se faire. Mais ça se négocie en bilatéral. Et ça, c'est peut-être une faille pour les BRICS. Là encore, non, mais je pense que ça, ce sont des catégories qui sont quand même très largement centrées sur l'Europe et les États-Unis, et avec notre expérience des organisations régionales comme l'Union européenne, qui forment effectivement un bloc. Les BRICS, vous imaginez bien que l'Inde, la Chine, le Brésil, etc., sont des grandes, et la Russie, sont des grandes puissances qui ne peuvent pas former un bloc. C'est pas possible, tout simplement, dans la nature de ces pays. C'est tout entre la Chine et l'Inde. Vous ne pouvez pas mettre... Donc, même sans parler des relations complexes qu'il peut y avoir entre eux, c'est simplement des poids lourds tellement importants qu'ils ne peuvent pas avoir la même politique. Et l'objet du forum des BRICS, qui est vraiment un forum, n'est pas celui-ci. Et à bien des égards, ce n'est pas bien compris en Occident, notamment. Or, le succès des BRICS, parce qu'ils s'élargissent, ils sont de plus en plus nombreux, les chefs d'État se déplacent, parce que là encore, je ne veux pas répéter, mais Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé plus là qu'il y a 2 ans. Donc il n'y a pas... et depuis 2 ans, ça s'est élargi. Donc la dynamique, elle est là. Donc les autres chefs d'État étaient tous là. Ils ont un fort intérêt. Vous avez même des États qui ne font même pas partie directement des BRICS, comme la Turquie, qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour être présent. Donc il y a une véritable dynamique. Quand on regarde la déclaration finale, il y a un nombre de sujets traités absolument très impressionnants. Ils avancent sur des thématiques, alors évidemment qui ne sont pas spectaculaires, qui sont sur la question de santé, de coopération dans le domaine de la santé internationale, sur les coopérations économiques, financières, des éléments presque techniques qui sont difficiles à mettre en avant comme des réussites extraordinaires. Mais ils avancent lentement et par ailleurs, ils créent des solidarités internes qu'on ne va pas forcément voir directement. Par exemple
Alors, par exemple, sur la question des monnaies, par exemple, dont on a beaucoup parlé, il y a eu par exemple une erreur. C'est l'idée qu'ils allaient former une monnaie commune. Vous imaginez la Chine et je ne sais pas, le Brésil, qui pouvaient avoir la même monnaie. Ouais. C'est impossible. C'est pas possible non plus. Donc là, il y a eu une erreur. C'était plutôt une unité de compte. Donc, l'unité de compte, ils ne l'ont pas encore non plus. Mais il y a aussi, vous voyez, des erreurs sur cette question. Par contre, ils avancent. Il y a un cadre général et ils ont avancé depuis plusieurs années sur l'augmentation de l'utilisation des monnaies nationales dans les échanges internationaux et bilatéraux et même multilatéraux d'une certaine façon, parce que certaines de leurs monnaies servent, par exemple entre la Russie et l'Inde, et bien parfois ça peut être le yuan qui est utilisé, mais ça peut être aussi le rial des Émirats. Donc il y a des avancées progressives, il y a une vision commune de rééquilibrage du poids de ces BRICS au profit des BRICS dans les institutions internationales. Ils sont assez solidaires là-dessus, ils le réclament encore, et quand les Occidentaux ne le font pas, eh bien, ils créent leurs propres institutions comme ça fait peur à Donald Trump, parce que bon, il y a aussi la tendance que confortent les BRICS, c'est la dédollarisation aussi, c'est sorti de cette dépendance, ça ne plaît pas beaucoup à Donald Trump de son point de vue, donc lui il menace en tout cas les pays, il a fait cette déclaration après le sommet des BRICS, il menace les pays qui s'alignent justement sur les politiques anti-américaines d'appliquer à leur encontre un droit de douane supplémentaire de 10%. Qu'est-ce qu'il cherche, Donald Trump? Est-ce qu'il cherche à annihiler les BRICS? Le problème, c'est que Donald Trump, dans la même période, il a annoncé des droits de douane très importants à l'encontre du Japon et de la Corée du Sud, qui ne sont évidemment absolument pas membres des BRICS. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'en plus, si encore il s'attaquait exclusivement aux BRICS et qu'ils disaient voilà, les BRICS c'est pas bien, là vous voyez ça coûte cher d'être dans les BRICS, mais par contre les autres vous allez être épargnés par les foudres de Donald Trump, là il y aurait une certaine logique. On pourrait se dire et effectivement certains États se diraient je vais peut-être sortir ou alors je vais peut-être pas rentrer dans les BRICS parce que c'est dangereux, mais ils s'attaquent à peu près à tout le monde, donc en fait autant être dans les BRICS et essayer de se coordonner un petit peu, je dirais, pour ceux qui y sont, que finalement d'être en dehors et de toute façon de finir par se retrouver dans des situations de droits de douane très élevés. Il a annoncé 30% pour le Japon et la Corée du Sud. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Donc je pense qu'il y a malheureusement, j'ai l'impression que parfois on essaie d'appliquer une logique d'ensemble à la politique de Trump. Il n'y a pas de logique. Qui en manque en bonne partie. De toute façon, les droits de douane ne sont pas applicables. Ce sera au mois d'août apparemment. C'est tout ce qu'il y a de plus caricatural. Remarquez, hier, la Tunisie et l'Algérie aussi ont subi les foudres, je dirais, des droits douaniers de Donald Trump. Peut-être que demain, ça va être des pays en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest. Donc en réalité, Trump, en fait, il est totalement illisible. Et je crois que l'objectif, effectivement, de mener une politique, je dirais, sereine et linéaire avec un personnage qui est aussi instable, n'existe pas. Il n'y a pas de logique, en fait. Donc je crois que les BRICS font leur chemin. Avec les difficultés qui sont les leurs. Et dans l'objectif, est-ce que Donald Trump, effectivement, est-ce qu'il a pour idée de casser les BRICS? Je crois que Donald Trump, il a l'idée de casser la planète entière, en fait. C'est pas tant les BRICS, ça peut être l'Union européenne, ça peut être l'Union africaine, ça peut être toutes les organisations internationales du moment où les intérêts américains, les intérêts, je dirais même peut-être de façon très tribale de Donald Trump ne sont pas rassurés. Donc en réalité, l'objectif n'est pas tant d'affirmer le multilatéralisme, mais plutôt... Mais est-ce que l'axe Russie-Chine au sein des BRICS, c'est un problème pour Donald Trump? Oui, et ça va rester un problème pour lui, ça va rester une grosse épine dans son pied, mais c'est comme ça, parce que les BRICS, de toute façon, agissent sur le temps long. Il est solide, cet axe Russie-Chine au sein des BRICS. Alors, si on peut parler d'axe. D'une part, l'axe Russie-Chine a une logique un peu autonome et ne relève pas seulement des BRICS. Il est aussi il s'incarne aussi dans l'organisation de coopération de Shanghai en termes d'organisation. Et même encore plus au niveau bilatéral. Donc il y a une très très forte relation et il est bien évident que pour la Russie, vu la puissance actuelle de la Chine, la Russie n'a absolument pas envie de se retrouver face à la Chine, à une Chine qui lui serait hostile. Donc elle va pas changer de camp comme ça du jour au lendemain, ce serait une catastrophe pour eux. Mais l'inverse est assez vrai parce que la Chine est en but à l'hostilité américaine, elle est constante.
c'est pas une question de démocrate, pour le coup, c'est pas une question de démocrate ou de républicain. Maintenant, c'est une question voilà, de rapport de puissance. Et les problématiques principales de la Chine, elles sont plutôt en mer de Chine, elles sont dans la question du commerce international, et elle a besoin d'assurer ses arrières. Et ses arrières, c'est avant tout la Russie et l'Asie centrale. Donc l'axe, il est très très solide, en tout cas à moyen terme. À long terme, l'histoire montre qu'on a des retournements, ça c'est tout à fait indiscutable, mais à moyen terme, c'est un axe solide. Régis Humpé, justement, les BRICS aujourd'hui mettent en avant justement ce qu'ils représentent, c'est-à-dire c'est 40% du PIB mondial aujourd'hui. Et ils dépassent même le G7. Exactement. Dans cette perspective-là, justement, à quoi faut-il s'attendre dans le cadre des relations distinctes avec les États-Unis? Non, ce qui est vrai, une fois encore, les BRICS, forum économique, peut-être aussi avec une dimension de plus en plus alternative, une dimension de plus en plus divergente par rapport, je dirais, à la doxa américaine et par extension occidentale, mais je préfère davantage plutôt dire américaine ou états-unienne, dans la mesure où ce qui est vrai et ce qui est certain, si les BRICS évoluent, je ne sais pas, peut-être que d'ici encore quelques années, on aura davantage de membres associés, peut-être que des pays dits du Sud global peut-être renforceront, je dirais, l'image et la réputation et surtout et la consistance des BRICS. Mais ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que économiquement, effectivement, il y a un message qui est envoyé. Après, moi, en tant que géopolitologue, l'idée première pour moi, en fait, il n'y aura pas de sécurité sans développement et puis il n'y aura pas de développement économique sans sécurité. Donc je crois que l'essentiel, peut-être que les BRICS ne font pas encore ou peut-être font de façon très marginale, ça serait plutôt de convenir d'un monde davantage stable, davantage juste et pacifique. Et c'est faux donc de considérer que la perception que l'on a des BRICS, du Sud global, c'est de dire que c'est un bloc anti-occidental, anti-états-unien. Déjà, là encore, le terme de bloc n'est pas approprié parce que c'est un forum et que les puissances qui en font partie, par définition, ne pourront pas faire partie d'un bloc et c'est pas l'idée qui est derrière ce forum. Dans une certaine mesure, l'Organisation de coopération de Shanghai aurait pu, à un moment, être plus considérée comme un bloc. C'est une organisation régionale qui est ancrée sur un territoire, en tout cas, qui forme un ensemble régional fort. Mais en réalité, je pense que d'une certaine façon, on peut même se demander si les blocs, c'est pas en fait une représentation du passé. On voit bien, par exemple, le bloc en quelque sorte le plus intégré, le plus puissant à l'heure actuelle, qui le reste en partie, c'est l'OTAN. Qui héritait quand même un héritage de la guerre froide. Eh bien, on sait qu'avant la guerre en Ukraine, on se rappelle d'Emmanuel Macron qui disait que c'était une mort cérébrale, et malgré la guerre en Ukraine, on a, et donc là, une solidarité renforcée, eh bien, on a des divisions internes en Europe, je sais pas moi, la Hongrie, pour la citer, ou même la Turquie, et puis maintenant, on a des divisions transatlantiques très très fortes. Donc, alors même que par contre, que les BRICS, eux, sont plus dans une logique qui me semble plus contemporaine, un peu à la carte. C'est-à-dire que chaque État a envie de jouer un peu son jeu et de ne pas rentrer dans des cases extrêmement... Alors, là, c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à un élargissement justement du forum, non pas du bloc. Et justement, ça, c'est amené à être pérenne, cet élargissement. Il y a les BRICS+, avec plusieurs pays africains, il y a des pays partenaires. Oui, mais si. Moi, j'y crois. L'Égypte qui est entrée il y a quelques temps, je pense que l'Égypte aussi pourrait être une force d'entraînement. Et ce qui est important, en réalité, je crois que les BRICS, pour moi, d'un point de vue totalement parcellaire, si les BRICS, évidemment, ont peut-être des politiques, le Forum a des politiques, par exemple, par rapport à la CEDEAO, qui est une organisation, elle aussi, d'abord économique, mais qui s'est totalement mutée en bloc géopolitique, par contre, en Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a peut-être aussi un intérêt à ce que les BRICS, le Forum, effectivement, puissent travailler, je dirais, de façon ciblée, de façon grille, de façon normée, peut-être avec des organisations à la fois politiques et économiques sur le continent africain, et puis ça peut être ailleurs. On peut même envisager, parce qu'on a souvent tendance aussi à opposer les BRICS à l'Occident,
président, peut-être qu'un jour, les BRICS travailleront peut-être avec l'Union européenne. Moi, alors, la dernière question, ça serait très normal, d'ailleurs. Concerne les échanges commerciaux, puisque ça, c'est l'épine dorsale du forum des BRICS. Comment est-ce que les BRICS doivent se préparer justement à la politique assez instable des droits de douane que compte imposer Donald Trump? Eh bien, déjà, d'une certaine façon, à cet égard, Donald Trump ne fait que renforcer les BRICS, parce que par définition, qui a envie de commercer avec les États-Unis dans une situation où demain c'est 30%, après-demain c'est 20%, etc. Donc en fait, il rend la relation économique avec les États-Unis extrêmement instable. Par contre, les BRICS, eux, disent, nous, on continue à respecter les règles, on veut un champ de coopération, ils l'ont affirmé dans plusieurs articles de la déclaration commune, et donc finalement, ils sont rassurants. Ils sont rassurants à la fois pour les pays membres, mais aussi pour les investisseurs, etc. Et je voudrais juste revenir sur un élément, sur la question Europe, BRICS, où Emmanuel Macron, quand il était en Indonésie récemment, a dit finalement les BRICS pourraient être un forum permettant le dialogue avec nous. Et donc, et on a aussi un rapport récent de la Fondation Jean Jaurès en France qui évoque aussi cette perspective d'un dialogue entre l'Europe et les BRICS. Donc ça fait son chemin. Pour l'instant, il y a le conflit en Ukraine qui est évidemment un obstacle. Elle est préservée par rapport à la guerre en Ukraine ou pas? Le forum est préservé. Oui, je pense que j'ai plutôt l'impression que quand la guerre en Ukraine a démarré, a débuté, on a longtemps pensé que ça aurait pu être une occasion peut-être de démembrer les BRICS. Absolument pas du tout. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que ça s'est plutôt renforcé. S'il y a une idée qui est très forte, effectivement, et puis on l'a vu avec Israël et Iran, c'est de dénoncer. C'est de faire des condamnations diplomatiques, mais ils vont pas au-delà. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui est totalement chaotique et déstructuré, on a encore les BRICS quand même qui offrent, je dirais, une image de multilatéralisme et de multipolarité. Et une fois encore, je trouve que, je ne dis pas que l'histoire se passe de leur côté, mais il est plutôt intéressant à observer, et surtout pour les pays émergents et les pays ce sera compliqué pour Donald Trump de casser les BRICS. Oui, pour conclure, je le crois. Si oui. on vous suit. Très bien, merci beaucoup à vous, Régis Soumpe. Merci, je vous en prie. Merci, David Tertri. Merci également au Dr Yves Kwame-Ezo qui était avec nous tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Romain Cléco-Deminck et Moustapha Kanté pour la réalisation. À la semaine prochaine.